on a bien vu, là, depuis le début de notre matinée, que les champs d'innovation, tant dans les process que dans les manières de faire, sont évidemment énormes. Et vous êtes là, mesdames, messieurs, pour certains, nous rendre compte de ce que vous faites, pour d'autres, de nous rappeler les accompagnements possibles des démarches d'innovation qu'il faut conduire sur leur territoire. Tiens, je vous pose une première question ouverte à tous, avant de revenir en 4-5 minutes avec chacun d'entre vous sur votre écho et ce que vous apportez. Pour poser le sujet, les voies de l'innovation, elles sont où? Qui veut répondre en 2-3 minutes? Je commencerai avec vous, Monsieur Dupont, après. Monsieur Gros, vous avez un micro devant vous. Non, ça a marché. Voilà. Les voies de l'innovation, bon, c'est peut-être un lieu commun de dire ça, mais elles sont partout. On y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de l'innovation chez Suez, mais c'est une vision de l'innovation qui est très collaborative. En fait, elle associe vraiment tous les acteurs de la société. Voilà, les sphères publiques, les sphères privées. On pourrait illustrer ça avec des exemples très concrets, mais public, privé, financeurs, collectivités bien sûr, hein, qui sont les premiers concernés. Grands groupes, PME, puis également la société civile. Voilà, donc je dirais que l'innovation, c'est l'affaire de tous. Ouais. Alors, quand on dit c'est l'affaire de tous, c'est un premier élément d'information important. C'est donc que c'est pas simple. Ceci, c'est l'affaire de tous. Il y a un jeu d'acteurs à mettre en place. Alors, on va voir comment on peut faire et avec quels moyens. Christian Laplot. Oui, c'est de ça dont je voulais parler. Effectivement, le jeu d'acteurs, ça sera sans doute le thème de ma présentation sur la filière française de l'eau. Le champ de l'innovation, c'est une responsabilité qu'on a, nous, pays en avance, pendant longtemps. Aujourd'hui, dans le peloton de tête au niveau international. On a parlé de plein d'enjeux. Hein. Laurent Roy les a rappelés tout à l'heure. Le réchauffement climatique et tout ce qui va avec, les nécessités de transition énergétique. Et surtout, la croissance urbaine, l'étalement urbain, la croissance de la population en Afrique, des besoins nouveaux, des pays émergents. Enfin, l'Afrique va passer de 500 millions d'habitants à 2 milliards d'habitants dans les 30 ans qui viennent. Donc les enjeux s'appuient forcément sur des innovations. Le seul saut technologique que peuvent se permettre ces pays-là, c'est le saut de la technologie up-to-date. Elle est moins chère, nécessairement. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pour la téléphonie mobile. Il n'y en avait pas. Enfin, pour la téléphonie. Il n'y avait pas de téléphonie dans la plupart de ces pays-là. Et puis, d'un seul coup, l'innovation a fait que tout le monde a le téléphone et le téléphone mobile. Donc, dans le domaine de l'eau, je ne sais pas si on aura des solutions disruptives à ce niveau-là, mais il faut viser des choses qui permettent à ces continents, à ces pays en voie de développement, de pouvoir vivre, tout simplement. Merci pour cet éclairage. Et donc, deuxième information, ce que vous préparerez ici a évidemment une résonance mondiale pour ces pays en voie de développement et au regard de la multiplication des populations que vous venez de rappeler. C'est très important. Quelqu'un d'autre? Un point à ajouter? Madame Bulou? Je voulais dire aussi que l'innovation, ça répond à une difficulté. Oui. Et pourquoi on innove? En fait, c'est pas par plaisir, hein, c'est juste parce qu'avec les systèmes traditionnels, entre guillemets, on n'arrive pas à répondre aux difficultés, notamment aux défis énergétiques. Et même si c'est pour la population mondiale, c'est aussi pour répondre à nos difficultés à nous. Et c'est vrai que la difficulté nous amène de mieux en mieux à travailler ensemble, et ça, c'est une vraie richesse. Et donc, troisième point d'entrée que je garde également, innovation égale rupture aussi. Hein. Enfin, c'est pas juste je transforme un peu. Voilà, et est-ce qu'on est capable de les assumer, ces ruptures aussi, hein, sur les territoires? On va être obligé de les assumer. Clair, clair. Très bien. Alors, vous venez avec des infos, des retours d'expérience, des outils, des appels à projets. On va essayer de cadrer tout ça. 4-5 minutes d'intervention chacun pour que après vous puissiez passer à la question de la salle. On va commencer avec vous, Philippe Dupont. Vous êtes donc directeur de l'action scientifique et technique de l'ONEMA, Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Alors eux aussi, ils sont en train d'innover et de vivre des ruptures, hein, puisque l'année prochaine,
vous fusionnez avec l'Agence des aires marines protégées, les parcs nationaux, l'atelier technique des espaces naturels, et tout ça, ça va former, mais je crois que c'est révélateur de nos sujets, l'Agence française de la biodiversité. Ça va être bien, hein? Ça va être très sympa, oui. Ça va être très sympa. Redites-le avec enthousiasme. Ah non, mais moi je suis passionné par ce que je fais. Hein, c'est très intéressant. Ça demande un petit peu d'énergie. En tout cas, vous, sous tutelle du ministère de l'écologie, votre boulot, c'est d'accompagner la mise en œuvre de la politique eau en France. Alors, quand on parle innovation, pour essayer de préciser un peu les terrains de jeu, où elle va se développer, cette innovation? Quels sont ses principaux axes? Moi, je pense que d'abord, ça concerne tous les sujets sur lesquels on travaille, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, mais aussi demain à l'AFB. Donc, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, moi, je dirais que la première réflexion à avoir, mais ça a déjà été dit, c'est l'idée quand même de penser autrement, si on veut avancer sur l'innovation. Et on voit bien que ça touche les collectivités, mais ce matin, on a dit aussi que ça touchait le monde économique. On a parlé des bureaux d'études, par exemple. Ça touche aussi les citoyens. Enfin, c'est vraiment important si on veut que ça marche. Il faut que tout le monde arrive à effectivement penser autrement pour gérer les ruptures qui ont été évoquées tout à l'heure. Quelque chose sur lequel je voudrais insister aussi, que je vis de près dans mon travail d'aujourd'hui, c'est vraiment plus, si on veut passer cette rupture et avancer, c'est mieux faire travailler ensemble les scientifiques et les gestionnaires, entre guillemets. C'est quelque chose qui ne va pas forcément de soi en France. Je pense qu'on progresse sur le sujet. Il y a des bonnes collaborations qu'on a vues entre IRCA et des collectivités, par exemple. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Et puis, ça concerne aussi, ce qui a été dit tout à l'heure, l'accompagnement de l'innovation par la réglementation. Et j'insisterai aussi sur la question du transfert. Une fois qu'on a innové et qu'on a défini quelque chose de nouveau, comment est-ce que ça peut être transféré effectivement? Je citerai juste un exemple pour illustrer cette chose-là. Aujourd'hui, on est en contact avec une petite PME qui a travaillé sur des questions de métrologie pour aller mesurer la DBO5 dans les milieux, dans les rejets. On ne trouve aucun mode d'emploi aujourd'hui pour voir comment ce nouvel outil peut passer dans la réglementation. Ça interpelle quand même quand on parle d'innovation. Voilà. Donc c'est le genre de difficultés sur lesquelles on peut se heurter. La question du transfert. Voilà. Est-ce que cette innovation doit passer aussi, je l'entendais un peu là dans notre premier tour de piste tout à l'heure, vers des approches plus globales? Est-ce que ça touche aussi la stratégie et leur politique? Oui, je pense. C'est quelque chose effectivement que je voulais dire, c'est-à-dire que là on est très focalisé sur la station d'épuration. Mais c'est un élément. On l'a vu dans les films et puis dans les exposés que c'est un élément d'un système. Et donc on voit bien que sur un certain nombre de sujets, si on veut innover, il faut raisonner système, il faut raisonner territoire. On voit bien qu'au niveau des services publics, par exemple, l'assainissement ne va plus travailler tout seul, mais travailler avec les espaces verts, avec les déchets, avec l'énergie, etc. Et puis on sait aussi que c'est en élargissant le périmètre sur le plan géographique qu'on va peut-être trouver des solutions. Si on reste focalisé sur son petit sujet, c'est pas là qu'on trouve les solutions. C'est en élargissant le champ qu'on trouve ces solutions. Donc oui, il faut absolument élargir le champ et avoir cette vision globale. Or, dans les gouvernances de collectivités, on n'est pas encore complètement au rendez-vous de cette organisation globale et transverse. Il faut que ça progresse. Bien. Alors, il faut bosser ensemble, réfléchir, ouvrir le jeu, plutôt que de bricoler chacun dans son coin. Vous lancez, vous, un important appel à projet. On va s'y arrêter, parce que là, c'est clairement dans la boîte à outils de ce qui vous intéresse. C'est quoi? Alors, on a mis en place à la création de l'ONEMA un groupe de travail qui était entre les agences de l'eau et l'ONEMA pour travailler ensemble sur la politique de recherche et développement du monde de l'eau, on va dire, et essayer de se mettre en synergie la plus forte possible. Et depuis quelques années, on a décidé avec ce groupe de travailler sur les questions d'innovation. Et on a travaillé avec les ministères concernés. On était présent dans le fameux COSI, Comité stratégique des éco-industries, voilà, au niveau national.
Il y avait également le plan national micropolluant qui nous demandait d'avancer sur un certain nombre de sujets. Et on a décidé avec les agences de monter un appel à projet dit micropolluant dans les eaux urbaines, pour lequel je citerai 2 grandes réussites, je dirais, du montage de ce projet-là. La première, c'est qu'on a réussi à croiser des financements nationaux et des financements de bassin pour croiser, je dirais, l'effet levier territorial des agences et l'effet national qui nous permet de mutualiser au niveau national l'ensemble des projets qui ont été retenus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sous l'impulsion assez forte du niveau national, on a voulu pousser l'innovation portée par les collectivités, en se disant que si les collectivités portaient l'innovation, derrière, il y avait un potentiel de démultiplication qui était intéressant et que ça donnerait aussi aux autres collectivités qui innovent d'y aller. Voilà. Et donc, on a retenu 13 projets là, qui ont démarré. Donc, on est en pleine phase de réalisation des projets. Il y a Strasbourg avec Lumio qui est dans le projet. Il y a aussi l'agglomération de Lyon avec Micromégas, si je ne me trompe pas, sur la question des eaux pluviales. On a 3 grands axes sur lesquels on devrait avancer avec ces projets. Le premier axe, c'est toute la question du diagnostic de la question des micropolluants depuis l'amont jusqu'à l'aval et voir comment ça se comporte dans l'ensemble du système. Le deuxième axe, c'est voir comment les micropolluants évoluent depuis l'amont jusqu'à l'aval, à l'émission des rejets, dans les réseaux, dans les points d'infiltration avec les eaux pluviales, dans la station d'épuration et puis ensuite à l'aval. Et puis le troisième point auquel on tient énormément, c'est toute la question des bras de levier pour essayer d'avancer sur la question de la prévention à l'amont, avec des questions de sciences humaines et sociales, des questions d'implication des citoyens, pour essayer de voir le plus à l'amont possible comment on peut éviter au maximum de rejeter des micropolluants dans les stations. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas très bien traité dans les stations. Donc c'est la prévention à l'amont. Voilà. Et donc l'enjeu vraiment, c'est d'arriver à mutualiser sur ces 13 projets les enseignements génériques au niveau national. Exactement. Et que ça s'approprie. Voilà. Vous pouvez nous dire tout de suite 2 mots sur le projet Lumio. Donc vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et en charge de l'eau et de l'assainissement. Voilà, je vous le présenterai un petit peu dans le slide. En fait, Lumio, c'est quoi? C'est chercher les micropolluants en fait, qu'on trouve dans les stations d'épuration et qu'on ne peut pas résoudre. Peut-être sur le PowerPoint. On y reviendra après, c'était juste en commentaire. On recherche les micropolluants et on recherche en aval comment on peut réduire ces micropolluants. Non, en amont. Comment on peut réduire ces micropolluants. Donc on travaille par exemple avec des peintres, on travaille en relation avec la Chambre des métiers. Comment les peintres arrivent à mieux nettoyer leurs pinceaux en mettant le moins possible de micropolluants dans le réseau d'assainissement. On peut travailler aussi avec les entreprises pharmaceutiques. Comment réduire en fait l'apport de ces micropolluants dans les eaux qu'on retrouvera ensuite. Donc en fait, on essaye de serrer un certain nombre, les stations de lavage automatique, on essaye de serrer un certain nombre de domaines sur lesquels on peut avoir une action dès le départ et faire intervenir la population dans ce cadre. Très bien, bon, c'est pile ça, quoi, hein, c'est pile l'enjeu. Et donc vous recensez cette somme de pratiques innovantes pour les consolider et les renvoyer sur les territoires. Ok. Anne Larribey, vous êtes responsable sectoriel filière eau à la DGE, au ministère de l'économie. Quels sont les outils, première question, mis à disposition par l'État pour dynamiser tout ça ? Donc, si l'ONEMA cible davantage le travail avec les collectivités, nous, on cible davantage le portage et l'accompagnement des entreprises. Il faut dire que les entreprises dans le domaine de l'eau étaient un petit peu absentes les 10 dernières années. Et la démarche qu'a eue le ministère en charge de l'industrie, ça a été de mettre sur la scène ces entreprises et de montrer que sans ces entreprises, c'était un petit peu compliqué de répondre aux grands enjeux qu'on partage en fait. D'ailleurs, la prise de parole de M. Roy montre à quel point on est en synergie, à la fois les entreprises et les utilisateurs, vu qu'on a exactement les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. Donc nous, on a mis en place des outils. Alors, dire des outils, ça veut dire des structures. Donc, on a créé 2 structures, l'une qui est plutôt dédiée à l'accompagnement des entreprises, donc c'est du long terme,
avec un objectif d'identifier les verrous, et Christian vous en parlera plus en détail. Et l'autre outil qui est un accompagnement de l'innovation. Alors là, on est plus dans la stratégie d'innovation et la création d'appels à projets ou d'orientation stratégique que la filière doit supporter auprès des ministres. Donc ça s'appelle la Nouvelle France industrielle. Et au sein de cette Nouvelle France industrielle, lancée l'année dernière. Voilà. Et on a donc créé, il y a un plan ville durable dans lequel l'activité eau est largement identifiée. D'accord. Donc, ce programme Nouvelle France industrielle comporte collecte des solutions industrielles pour répondre à ces grands enjeux. Et là-dedans, je crois qu'il y en a 9. Il y a le sujet qui les intéresse, le programme qui les intéresse, qui est le programme Ville durable. Madame Larribey avait 2-3 slides, vous pouvez les caler, s'il vous plaît. Et alors, donc, la boîte à outils de tout ça. Voilà, donc le slide, c'est un peu pour vous éclairer. Oui, ça c'était l'organisation de tout ça. Il y a quand même un troisième outil qui sont les pôles de compétitivité qu'il ne faut pas oublier, qui sont quand même la cheville ouvrière du système d'évaluation des projets de R&D. Donc, si vous voulez, au sein du Conseil national de l'industrie, c'est une structure qui est organisée autour de plusieurs conseils stratégiques. Et il y en a un dans l'ensemble qui est dédié à la filière de l'eau. Et peut-être que Christian peut aborder le sujet, non ? Oui. On peut. Oui, allez-y tout de suite. Allez-y tout de suite. Non, mais éclairez tout de suite. Après, je reviens vers vous sur ça aussi, c'est important. D'accord. Donc, Philippe Dupont a parlé du COSEI tout à l'heure. C'était le nom précédent pour la même chose, qui est le CSF. Conseil stratégique. Le CFEIO. Ah ouais, c'est plus simple. Très bien. Bon, et c'est quelque chose qui a donné lieu à la création d'une marque qui porte cette filière française de l'eau. C'est la marque du l'ex-COSIO, du CSFEIO, et ça s'appelle la filière française de l'eau. Et je reviendrai dessus tout à l'heure avec un peu plus de détails. Tout à fait. Alors, les outils d'accompagnement, Annie Larribey. Donc, ensuite, concernant la Nouvelle France industrielle, comme vous l'avez dit, on a été extrêmement actifs. Donc, cette structure rassemble un représentant des collectivités, l'Agence de l'eau, la Direction de l'eau, la biodiversité, la recherche, la Direction générale des entreprises, le président du CSFEI et les entreprises. Donc, cette structure qui est pilotée par un grand groupe et par une ETI a comme objectif donc d'essayer de construire des outils pour répondre à la demande. Donc un des grands objectifs, c'est d'essayer d'amener les entreprises à comprendre quelle est l'attente des utilisateurs et de mettre sur le marché des équipements et des solutions technologiques qui répondent carrément aux besoins. J'insiste sur ce fait parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation de blocage où j'étais très, très heureuse de voir que des collectivités étaient innovantes et avaient cette dynamique en propre. Malheureusement, en France, on s'aperçoit que l'innovation a du mal à se déployer et les entreprises de la filière de l'eau qui rencontrent d'extrêmes difficultés sur le sujet pourraient être amenées à plutôt attaquer des marchés à l'export, dont votre remarque sur l'Afrique. Je pense qu'il faut vraiment créer une grande dynamique entre les différents acteurs de la filière de l'eau et que chacun doit apporter sa capacité aussi bien d'innovation, mais l'innovation c'est aussi dans la manière de penser, de construire une offre et de savoir rédiger des cahiers des charges qui favorisent cette innovation. Donc voilà, je voulais vraiment c'est important, dire ça parce que c'est vraiment le nœud du problème aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Sur ces outils alors sur les outils, là sur les outils, vous avez les outils concernant les aides à l'innovation. Donc vous avez le programme d'investissement d'avenir. Donc il y a eu un appel à projet qui a été lancé il y a 2 ans qui s'appelait Qualité de l'eau et gestion de la rareté. Gestion de la ressource. Et donc je pense que le représentant de Suez parlera. Ça a été un appel à projet difficile à porter, parce que justement les collectivités n'ont pas trouvé leur place alors même qu'on leur en avait fait une.
Ensuite, il y a un nouvel appel à projet qui est lancé et qui va clore en janvier, qui est un appel à projet qui est dédié aux PME, qui s'appelle IPME eau et milieux humides, je crois, et milieux humides. Donc c'est un appel à projet qui est en cours et puis qui est monopartenaire. Et puis nous avons le fonds unique interministériel, alors lui pour le coup qui est un outil très ancien, qui s'appuie sur la dynamique des pôles de compétitivité et qui a la caractéristique d'être un appel à projet ouvert et partenarial. Donc il y a une obligation notamment d'avoir un laboratoire de recherche et deux entreprises dans le consortium. Sur les deux autres outils, donc là c'était plutôt pour répondre à des problèmes, parce que quand on parle d'innovation, on ne peut pas s'empêcher de parler de verrous à l'innovation. Un des verrous qui avait été identifié par des collectivités était celui de la garantie de l'innovation. Donc je crois que les agences de l'eau ont développé dans leur programme un outil, mais moi je n'en connais pas l'utilisation. Laurent Roy pourra en dire deux mots dans les échanges. Ok. En tous les cas, on a travaillé, et ça c'est un travail qui est européen. Donc c'est l'évaluation des performances environnementales de produits. Donc il s'agit pour une entreprise qui veut mettre sur le marché un produit ou une solution ou un process, il doit faire des allégations de performance. D'accord. Et ces allégations de performance sont vérifiées par des organismes tiers indépendants. Donc ce que je voulais vous dire, moi je peux me tenir à disposition de tous ceux qui veulent avoir des détails, parce que c'est un petit peu long, je ne crois pas que c'est pas la peine qu'on rentre dans le détail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui c'est une démarche qui est européenne. La France a été extrêmement motrice sur ce projet, qu'il y a un protocole général de vérification qui est à disposition, et que d'autres pays comme le Japon, les États-Unis, le Canada et la Chine ont vu l'opportunité d'attaquer les marchés en utilisant cet outil. Ils ont donc contribué à la rédaction d'une norme ISO pour essayer de valoriser ETV et souhaiteraient se positionner sur les marchés innovants en secouant en mettant en avant cette vérification. D'accord. Donc je pense que c'est un sujet qui est lancé et qui devrait vraiment être porté. Très bien. Sur le dernier outil, après j'arrête de parler, il s'agit du droit à l'expérimentation. Donc là, ça a été à l'issue... voilà. Donc c'est un appel à projet qui a été lancé par la DGE suite à une commande du président de la République qui a souhaité actionner l'article 37.1 de la Constitution. Donc cet article donne le droit à l'expérimentation. Aujourd'hui, la problématique, c'est que des entreprises qui veulent expérimenter sur des sites particuliers se voient quelquefois bloquées dans le programme d'innovation par des contraintes réglementaires. Soit des contraintes qui imposent des durées qui sont incompatibles avec la durée du programme, soit qui imposent des contraintes qui rendent un petit peu inutiles les efforts de R&D. Donc il y a deux sujets notamment qui sont... donc il y a eu, dans ce cas de cet appel à projet, il y a eu une quarantaine de dossiers qui ont été déposés, dont deux qui pourraient vous intéresser. Un concernant la réutilisation des eaux usées dans le domaine de l'agriculture, et un autre sur l'utilisation des eaux grises, qui sont tous les deux bloqués par des arrêtés. Très bien. Alors... Annie Larribey vient de nous dire, Guillaume Gros, qu'il y a un dispositif, des dispositifs, une cohérence entre eux, mis en place pour accompagner les industriels, parce qu'il y a évidemment un gros enjeu industriel derrière ces processus d'animation. Vous êtes directeur adjoint du développement France chez Suez. Alors vous, par quel bout vous prenez ce vaste chantier de l'innovation pour la station d'épuration du futur? Alors, tout d'abord, avant d'attaquer le vif du sujet, oui, comme j'ai dit, l'innovation, elle est collaborative, on ne va pas y revenir, c'est le jeu de nombreux acteurs. Pour qu'elle soit collaborative, il faut qu'elle soit ouverte également. Donc ça, c'est peut-être une vision un peu nouvelle de l'innovation, c'est de ne plus forcément garder en secret dans les laboratoires de R&D nos sujets d'innovation, mais vraiment de l'ouvrir sur nos partenaires, donc de communiquer dessus. L'ouvrir également sur d'autres types de partenaires, sur l'international également. C'est une innovation aussi qui est circulaire, je dirais, circulaire au sens où finalement on n'est plus dans l'innovation où il y a des centres de recherche fondamentales qui font de la recherche appliquée, qui passent à l'étage de marketing, ensuite vers les commerciaux et vers les clients. On est vraiment sur la co-innovation avec nos clients, nos partenaires,
avec des cycles d'innovation assez courts, c'est-à-dire en fait l'écoute client, la co-innovation avec nos clients, le test sur le marché et un peu la mode des startups en fait. Donc l'enjeu c'est aussi d'aller plus vite sur la mise sur le marché des procédés innovants. Donc ça c'était une petite introduction sur l'innovation. Je ne reviendrai pas non plus sur tous les enjeux qui sont le thématique de la journée. Aujourd'hui on a des enjeux qui sont globaux, économie circulaire, transition énergétique, qualité de vie urbaine, raréfaction des ressources. Et pour répondre à ces enjeux, finalement, les eaux usées sont une partie de la réponse. Et les réponses sont à l'échelle des territoires, c'est-à-dire à l'échelle locale. Et pour répondre à ces enjeux, effectivement, chez Suez, on a développé un programme de recherche qui va nous aider à trouver des enjeux. Et donc, voilà, je vais peut-être vous présenter rapidement tout à l'heure. Tout à fait, mais on va le caler, s'il vous plaît, la régie. Voilà, donc c'est un programme qu'on a appelé EVE. Donc on sympa, parlait beaucoup d'acronymes. Donc EVE, pourquoi EVE? Vous avez compris, EVE, c'est celle qui va remplacer la station d'épuration d'aujourd'hui. Alors chez nous en interne on a un petit pitch qui est que Ève, cette nouvelle Ève comme élève biblique, porte en elle une partie du futur de l'humanité car elle permettra de générer à partir de nos eaux usées les ressources indispensables à notre avenir. Voilà. Ça c'était la génuflexion pour tout le monde. Et vous nous la refaites une fois là. J'avais promis que... Alors les gens qui sont en interne chez Suez connaissent par cœur le petit pitch, mais voilà, je me permets de le définir aussi. On peut avancer peut-être le slide. Ouais. Donc ça c'est le monde qui change effectivement, les réponses à l'échelle des territoires. Alors EVE, pourquoi EVE déjà Déjà EVE, c'est pour écosphère de valorisation des eaux. Alors écosphère pour embrasser l'ensemble de la sphère de valorisation des eaux, non pas que la station, mais également le réseau et le milieu naturel, donc l'ensemble de l'assainissement, donc l'écosphère. Bon, et puis écosphère, ça commençait par un E, donc c'était mieux que SVE. Si on faisait station de valorisation, c'était plus facile à retenir. Au-delà de l'aspect communication, c'est aussi un projet d'innovation très concret. Enfin, c'est pas que de la communication. C'est un projet d'innovation qu'on a structuré en une dizaine de briques innovantes. Donc là, on peut passer la slide d'après également. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique de ce que c'est la station d'épuration d'aujourd'hui et la station d'épuration de demain. C'est un petit schéma qui synthétise en fait notre vision de cette station cette EVE de demain. En gris, vous avez la station d'épuration d'aujourd'hui. Et en fait, on a structuré sur des briques innovantes, sur deux thématiques principales. En bleu, c'est la qualité de vie urbaine. Et à droite, en vert, c'est la production d'énergie et de ressources. Par les territoires, pour les territoires. Et là-dessus, vous verrez des briques qui sont développées, qui sont déjà mises sur le marché, mais également des briques qui sont en cours de développement et qu'on est en train de co-développer avec des partenaires. Et juste ce schéma-là, donc, on pourra en parler toute une journée, mais vous allez m'arrêter avant, je pense. Juste pour illustrer en fait cette innovation collaborative, avec trois exemples. On peut avancer encore un tout petit peu. Oui, donc, excusez-moi, là, je comprends parce que je fais le raccro avec l'introduction de M. Le Saff tout à l'heure. On entre dans les systèmes actuels, dans les installations actuelles, et on y apporte des briques innovantes, ressources, énergie, exactement. ok. Mais là, il y a les dimensions qualité urbaine qui est intéressante. Voilà, il y a à la fois la production d'énergie et ressources, la participation à la qualité de vie urbaine. Je pourrais prendre des exemples très, très concrets. Ah, c'est bien ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin en termes de briques également cette notion de briques, c'est également qu'on puisse clipser, on peut revenir un peu en arrière quand même, je m'arrêtais sur le schéma, clipser des briques sur la station d'épuration d'aujourd'hui. Donc c'est également des choses qu'on peut rajouter sur nos infrastructures actuelles, qui sont aujourd'hui aux normes, qui traitent bien l'eau usée. Et je pense que c'est aussi une dimension qui est importante, c'est la notion de création d'activité et création également d'emplois sur les territoires, parce qu'en fait quand on construit des nouvelles briques... L'économie circulaire. Voilà, on non seulement produit de l'énergie de la ressource, mais également de l'activité, de l'emploi sur les territoires. Donc ça illustre le concept un petit peu de briques innovantes de EVE, et trois exemples d'innovation collaborative. On parlait tout à l'heure, effectivement, donc, il y a quand même Annie Larribé du programme Investissement d'avenir. Donc c'est le projet EVE qu'on a présenté également à l'ADEME. Donc c'est en cours, c'est en attente. On espère une réponse favorable dans les semaines à venir du ministère, qui associe donc l'ADEME, la métropole de Nice-Côte d'Azur, mais également un groupe comme Atos, qui est donc un leader français du numérique. Ou le programme Microplastique qui a démarré début 2016 pour 3 ans, et qui associe des partenaires aussi divers que des collectivités, l'IFREMER, le CNRS ou des PME comme Evosan ou Cispia. D'accord. Troisième exemple, c'était le programme Biométhane liquéfié qui est à Valenton, qui associe donc le SIAP et une PME comme Cryopur. C'est où ça ? C'est le troisième exemple qui est en haut à droite, voilà, à Valenton, à Paris. D'accord, à Paris. Donc c'est pour illustrer cette dimension en fait, vraiment d'innovation collaborative. Bon, retenez ça, encore une fois vous les aurez ces slides, mais on a là une approche pragmatique, accélérateur d'innovation. Bon, ça ok, on a déjà pas mal parlé. Ma question c'est, aujourd'hui, vu de votre fenêtre, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est compliqué ?
Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui marchent, et puis il y a des choses qui sont peut-être améliorées un petit peu. Effectivement, pour que l'innovation marche et aille vite, il faut qu'il y ait un écosystème de co-innovation, c'est-à-dire co-inventer les solutions de demain. Il faut donc pour ça communiquer et partager sur nos sujets d'innovation, et pas les garder pour nous. Et il faut aussi qu'il y ait un cadre favorable. Alors, on parlera beaucoup de réglementation, d'aide financière, mais également de visibilité. L'exemple typique, c'est le biométhane. Voilà, on a parlé de Strasbourg, de Grenoble, qui sont deux très belles initiatives. Il y a eu tout d'abord, bien sûr, comme des collectivités qui ont voulu être pionnières et voulu aller de l'avant sur ces sujets-là. Et il y a eu aussi effectivement une réglementation favorable avec l'arrêté de 2014, des aides financières et une visibilité, puisque les tarifs de rachat de biométhane sont garantis sur 15 ans. Et donc finalement, c'est tout cet ensemble-là qui fait qu'aujourd'hui, la filière biométhane issue des eaux usées est en plein décollage. On a une dizaine de références aujourd'hui en France, donc les deux premières, Strasbourg et Grenoble. Et on accompagne également des PME, nos partenaires PME en France et demain à l'export. Donc avec la capacité de faire essaimer aussi ces PME à l'export. Okay. Donc ça, c'est un exemple réussi. Et puis après, il y a des exemples sur lesquels on pourrait peut-être s'inspirer du biométhane pour aller plus loin. On a parlé de reuse, effectivement, l'arrêté de 2014 va dans le bon sens, mais on considère qu'il est encore assez contraignant, même s'il va dans le bon sens par rapport à l'arrêté de 2010. On parle de phosphore, par exemple. Peut-être demain, pourquoi ne pas envisager des tarifs de rachat du phosphore garantis pour pouvoir pérenniser l'investissement sur ce sujet-là. Donc voilà, des sujets de reuse, phosphore, cométhanisation. Je pense qu'il y a encore des choses à faire en termes de verrous réglementaires pour développer ces filières. Donc, tout ce qui est tenté sans cadre réglementaire ou financier stable, ça manque encore de visibilité, quoi, et visibilité économique. Là, il faudrait stabiliser un peu tout ça, quand même. Je vais prendre un exemple, hein, effectivement. On a une collectivité en Ile-de-France qui a une station d'épuration de 40 000 habitants. Sur laquelle qui a renouvelé son contrat de délégation de service public sur une durée assez longue, qui a permis en fait de rentabiliser sur la durée du contrat l'investissement d'une méthanisation avec injection de biométhane. Donc ce projet a été mis en œuvre il y a 2 ans, hein, parce que le contrat de délégation dure sur 15 ans, et finalement ça ne coûtait pas 1 euro sur le prix de l'eau au consommateur final. Pourquoi pas 1 euro? Parce que les recettes réalisées sur la durée du contrat permettaient de rentabiliser l'investissement. Donc pour la collectivité, ça ne coûtait rien, et sur le prix de l'eau, il n'y avait pas d'impact. Et finalement, c'est un projet qui aujourd'hui, donc j'ai appris ça la semaine dernière, c'est un projet qui aujourd'hui est en péril et il risque de ne pas se faire. Parce que pour pouvoir rentabiliser ce projet, donc, il était prévu de faire la cométhanisation avec des graisses issues du territoire, qui amène le dossier à une enquête publique, qui est donc un dossier d'autorisation, non pas de déclaration. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais finalement, ça met 2 ans de plus sur la procédure. C'est une enquête de 2 ans avec des conséquences que l'agglomération aujourd'hui ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, il est question de remettre en question ce projet et donc de ne pas du tout le faire. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de petit levier verrou réglementaire qui serait intéressant de faire évoluer. Bon, et puis là, on a l'écran partout où vous sévissez. Là, c'est l'exemple du biométhane, effectivement. Ouais, sur le biométhane. Bien. Alors, ce que vous nous apportez aussi, Christian Laplot, 3e vice-président du pôle de compétitivité eau, en termes d'innovation, il y a un appel à projet intéressant, vous allez nous en parler, comment fabriquer l'innovation. Et puis après, on fait une synthèse de tout ça avec votre expérience du territoire, Béatrice Bulou, à Strasbourg. Alors, on part sur les on va vous les mettre là, j'espère qu'ils vont arriver dans quelques instants. Je ne vais pas les lire, hein, je vais vous laisser les lire et puis je vais les commenter. Il y a intérêt. Légèrement. Donc, le pôle, tout le monde connaît, vous êtes implanté à Montpellier, vous avez été labellisé en 2010 et vous fédérez tous les acteurs de la filière eau. Alors 2 régions, Occitanie et PACA, c'est ça? Aujourd'hui, il y a 2 régions, il y en a 3 au début. Ouais. Ok. Donc moi, je suis un des présidents. On peut avoir le fichier de M. Laplot, s'il vous plaît? Je l'ai vu arriver. Donc, je suis un des cofondateurs du pôle de compétitivité sur l'eau. Je suis aussi patron, chef d'entreprise, Altereo G2C, bureau d'études, société d'informatique également, dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Et puis, je suis le président du COSEIO, du CSFEIO aujourd'hui. Donc je vais vous parler un petit peu de ça, puisque la marque que nous avons décidé de déployer dans le comité de la filière eau, on va faire ça comme ça s'appelle la filière française de l'eau. Qui est plus sympa. Avec un joli logo, qui a été lancé à l'occasion de la journée mondiale de l'eau le 22 mars. Bon, vous avez un petit site, facile à retenir, un peu plus difficile à écrire, parce qu'il ne faut pas mettre de CI au C de française, mais bon, la filière française de l'eau.fr. Donc l'ensemble des acteurs, ils sont représentés.
L'idée et l'ambition forte de notre groupe, globalement, qui est très ouvert, c'est de décloisonner. Décloisonner parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour réussir. Le corpus réglementaire est là. On n'a pas oublié, vous l'avez déjà précisé, mais que le driver de l'innovation dans le secteur de l'eau, de l'environnement, c'est la réglementation. C'est pas comme un marché grand public. Il suffit qu'Apple lance de nouveaux téléphones pour que tout le monde l'achète. Dans le domaine de l'eau et de l'environnement, de la commande publique, c'est pas tout à fait le cas. Pour plein de raisons. Les besoins ne sont pas les mêmes. Et puis les contraintes d'achat ne sont pas identiques aussi. On n'a pas cité, mais le Code des marchés publics fait peut-être partie des choses qui, si elles autorisent l'innovation, il y a pas mal de biais cognitifs, j'en parlais tout à l'heure, qui perturbent un peu les acheteurs dans l'achat de produits, de services innovants. Voilà. Donc une approche systémique et essayer de casser un peu les silos pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble. Obligatoire. Alors, je disais que les acteurs, c'est tout le monde. C'est la réglementation, c'est les ministères, c'est les organismes, le NEMA, c'est les associations, les syndicats professionnels, la recherche, les pôles de compétitivité font partie de la filière. C'est bien entendu des entreprises publiques, privées, des écoles, des bureaux d'études, des sociétés de tout type qui sont représentées au sein de la filière et on travaille avec, depuis plusieurs années de cette façon-là. Donc il y a une présidence qui est collégiale, c'est ce qui est une nouveauté qui a été mise en place il y a 1 an et demi, donc, avec trois coprésidents, un qui représente les entreprises de l'eau, c'est FP2E, un qui représente les industriels de l'eau, c'est l'UIE, et puis moi qui représente plutôt l'ingénierie. Voilà. Donc la méthode, évidemment, c'était d'identifier des sujets à levier, à effet levier, les points bloquants. Donc on a cherché, ils sont cités ici. Il y en a un qui concerne l'innovation et je vais venir un petit peu plus tout à l'heure. Bien entendu, le gros du travail a été d'identifier les forces et les faiblesses de notre écosystème pour aboutir sur des recommandations. Voilà. On s'est aperçu que la pédagogie ne suffisait pas. Voilà. Et on a fait appel, sur la slide précédente c'est marqué, aux sciences humaines et sociales, les SHS, avec une thématique émergente depuis une quinzaine, une vingtaine d'années à l'étranger, de plus en plus en France, c'est l'économie comportementale. C'est comment on amène les gens à faire ce qu'ils sont à faire. Et en matière d'environnement, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, la réglementation est là, heureusement qu'elle est là, sinon il ne se passerait peut-être pas grand-chose. Et il y a beaucoup souvent, on constate du frein à la mise en œuvre de la réglementation. Ou à contrario, de temps en temps, on voit de la surtransposition de la réglementation, des gens qui vont plus loin que la réglementation. Alors en matière d'environnement, en matière d'eau, en matière de marché public aussi, les procédures d'achat dans les collectivités sont quelquefois beaucoup plus contraignantes, plus fortes, plus exigeantes que le Code des marchés publics lui-même, par exemple. Donc on a fait appel à des chercheurs en sciences humaines et sociales et qui nous ont expliqué qu'il ne suffisait pas d'expliquer les choses précisément pour que ce soit compris et mis en œuvre, alors que dans nos métiers, qui sont plutôt des métiers techniques, eh bien, quand un ingénieur pense que son raisonnement est juste, normalement il est juste, c'est son métier, eh bien, il fait l'hypothèse qu'il va l'expliquer et que ça va être mis en œuvre. Et ces deux hypothèses qui ne sont pas suivies des faits la plupart du temps. Donc il faut travailler différemment et les sciences humaines et sociales viennent compléter les sciences dites dures, pour donner plus de succès à ces travaux innovants. Voilà. Donc en fait, on peut dire que l'innovation est transversale dans tous les groupes de travail qu'on a mis en place. Sur le premier groupe, gestion patrimoniale, on a vu que le patrimoine des réseaux d'eau, des services d'eau, d'assainissement en France est énorme, avec des efficacités qui sont plutôt parmi les meilleures sur la planète, mais quand même, on a 20-25% de fuites sur les réseaux d'eau en France. C'est pire à l'étranger. Impact colossal sur les bilans énergétiques, évidemment. L'eau pompée qui part en fuite pose problème. Les fuites dans le monde, c'est l'équivalent du débit de l'Amazone à son embouchure. C'est le plus grand fleuve du monde. Si on réduisait de 10 points les fuites, pas 10%, de 10 points, ça ferait 3 centrales nucléaires qui seraient économisées. Même si, voilà. J'ai une question. Oui. Pour revenir par rapport à notre sujet, on voit qu'il y a une réponse innovante chez les industriels, vous développez des réponses. Est-ce qu'en face, la demande d'innovation des donneurs d'ordre est suffisante? C'est le gros enjeu de notre groupe de travail et puis des pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité ont fait, et c'est un vrai succès, émerger une offre
de services, de produits nouveaux. Il faut simultanément que les pôles, la filière, l'ensemble des acteurs du système, qui ont tous envie de bien faire, il n'y a que de la bonne volonté dans le COSEI et puis dans notre groupe, s'acharnent à faire émerger une demande de qualité en plus. Donc c'est l'enjeu de demain, effectivement. Alors, En matière comment on y gestion- répond? Comment on y répond? Comment on accélère la dynamique? D'accord. On travaille sur l'identification des biais cognitifs, beaucoup. Les idées reçues. Les idées reçues, c'est l'innovation, c'est cher. C'est pas vrai. L'idée reçue, c'est que les gens sont rivés sur le prix de l'eau. Si vous les questionnez, d'ailleurs, les agences de l'eau, le NEMA et puis l'Institut Harris, je crois, ont fait une enquête il y a quelques mois. Je crois que la stabilisation du prix de l'eau, ça arrive dans les 8, 9 ou 10e positions. Ouais. La qualité des milieux arrive en tout premier. Donc la préoccupation de nos concitoyens, pas exactement celle que les journalistes disent qu'ils ont. Méfions-nous de l'effet Twitter. L'effet Twitter, c'est pas le sondage en temps réel qui nous indique le pouls de Vous avez quand même la le droit de société tweeter française. sur le hashtag Non, aujourd'hui. ça marche pas. Y a pas de Ça marche réseau. pas Il n'y a pas de réseau. Ben si, moi. Ah, il y a... Non, je plaisante. Mais si, il y a un Wi-Fi gratuit Ah, là, d'accord. qui était à votre disposition. Parfait. Donc, Si. je ne me suis pas acharné. Ah ouais. Ok. Donc, le grand enjeu est de dynamiser les pouvoirs publics et la demande des pouvoirs publics par rapport à cette offre innovante. L'écosystème qui favorise l'innovation, il est colossal. Vous savez, le financement dont parlait Annie, les financements dont parlait Annie tout à l'heure, les appels à projets de l'Agence de l'eau, qui ne touchent pas directement les entreprises, mais les collectivités, mais ça les impacte. Vous avez le crédit d'impôt recherche, on n'a pas parlé, c'est une disposition que les étrangers nous envient. Donc l'écosystème français, moi en tant qu'entrepreneur, je m'en félicite. Mhm. Il est copié par les étrangers. La France, je lisais dans la presse la semaine dernière, la France va être moins compétitive parce que les pays de l'OCDE sont en train de copier notre système d'appui à la recherche. Mhm. Imaginez. Donc en France, on se plaint de ce qu'on a au lieu d'utiliser ce qu'on a. Donc un des enjeux qu'on a dans la filière eau, c'est de travailler mieux ensemble, de faire émerger une demande en France, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la slide qui est ici, pour répondre aux enjeux dont je parlais tout à l'heure, je ne vais pas y revenir dessus. Garder une avance sur la scène internationale, ça suppose quand même de créer des synergies nouvelles. Donc il y a grâce aux travaux du comité de pilotage du plan eau, des agences de l'eau et de la filière française de l'eau, on dialogue pour que les appels à projets des agences de l'eau et les appels à projets ou les programmes des pôles de compétitivité visent à peu près les mêmes thématiques. D'accord. Une dernière question à vous poser. Je sais que c'est emblématique là, sur cette région. Quelle est la juste articulation entre votre pôle et l'agence de l'eau? Enfin, ça bosse bien, quoi, ici sur le terrain. Bien sûr, ça bosse très bien même. C'est quoi vos batailles? C'est continuer comme ça. Les batailles, c'est pas du tout avec l'agence de l'eau. Ce sont des alliés objectifs. La bataille, c'est plutôt entre les entreprises, en fait. Ah ouais. C'est la dernière phrase. Les entreprises, il faut leur donner un intérêt supplémentaire à travailler ensemble. D'accord. En France, les îlots, il y en a partout, y compris dans les entreprises. Les entreprises sont en concurrence. On disait tout à l'heure, ce que vous disiez, M. Gruau, c'est que avant, on cachait un peu les choses. Maintenant, on a tendance à faire l'innovation ouverte. Et ne nous l'aurons pas, c'est pas le fameux chasser en meute dont on parle depuis des années qui va nous aider à marcher mieux à l'étranger, parce que dans une meute, c'est le chef de meute qui se nourrit, pas les autres. C'est des filières, c'est des chaînes de valeur qu'on est en train de développer avec des entreprises grandes et petites qui sont complémentaires. Et il n'y a pas une offre française de l'eau, il y a des offres françaises de l'eau. D'accord, ça c'est important. Ok, merci bien. Alors vous, à Strasbourg, comment vous vivez tout ça ? Il va falloir que je sois dynamique parce qu'on arrive à la phase avant déjeuner. C'est les 5 dernières minutes. Donc à Strasbourg, on vit tout ça plutôt bien et on est un petit peu à la croisée de tout ce que vous aviez dit, puisque on a repositionné aussi la station d'épuration, non pas dans la station d'épuration, mais dans un environnement plus grand qu'est le plan climat et la transition énergétique. Et on avait lancé dès 2009 la ville et la communauté urbaine de Strasbourg parce que c'était déjà deux collectivités imbriquées. Donc ce plan climat.
avec des objectifs volontaristes autour de l'horizon 2020. Et on a réalisé un bilan à l'occasion de la COP 21 qu'on essaye de diffuser en mettant le climat, c'est l'affaire de chacun. C'est un petit document qu'on donne au niveau de chaque citoyen. Voilà. Donc sur la diapositive suivante, on voit les éléments de bilan et d'objectifs. Donc les moins 30, les 3 fois moins 30. On essaye de diminuer de 30% les gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et de mettre en plus des énergies renouvelables. En 2013, nous étions à peu près à moins 25% de diminution de gaz à effet de serre, notamment due à la réduction des transports. La consommation d'énergie, on a réduit de 12%. On travaille aussi sur tout ce qui est isolation. Et en énergie renouvelable, on a augmenté de 11 à 15%. Donc on a encore un petit peu de travail. Les grands enjeux énergétiques du territoire, eh bien, on les a retrouvés ce matin. Le transport, l'aménagement d'espace, l'urbanisme, l'habitat et la transition énergétique. À Strasbourg, on a on met l'accent sur l'habitat parce qu'on manque en fait d'habitat et donc il y a un vrai travail sur l'augmentation du nombre de logements. Donc on a lancé un appel à projet. On a été lauréat de l'appel à projet 200 territoires à énergie positive. Du ministère de l'écologie. Voilà. Et donc, on a 6 axes de travail dont j'ai parlé tout à l'heure, dont l'économie circulaire et également la mobilisation citoyenne. Alors nous, les stations d'épuration, on est au 3, au 5, au 6 un petit peu partout. Au 1 on est quasiment partout, oui, en fait. on essaye mais c'est la pluralité, en fait, la conjonction des éléments. On est partout. Alors voilà, ça c'est votre cheval de bataille. Voilà, on en vient à la station biométhane qu'on a fait avec Suez Environnement. Donc on injecte du biométhane qui est produit par la station d'épuration de Strasbourg-Lavanzeno dans le réseau de gaz naturel. Donc sur la slide suivante, on voit que les objectifs sur le plan de l'innovation, c'est... Désolée pour Grenoble, mais on les a peut-être devancés de quelques minutes. On a été la première step en France à injecter du biométhane dans les eaux usées. Et on avait aussi l'objectif d'une solution de valorisation totale du biogaz. Une partie du biogaz est utilisée pour l'incinération et l'autre est utilisée pour aller dans les bâtiments. Et sur le plan environnemental, en fait, on voulait contribuer à ce plan climat territorial et rendre possible aussi l'alimentation de 5000 logements ou 1500 véhicules qui utilisent du biogaz. On a eu un soutien de l'Europe, je tiens à le signaler, puisque c'est pas une paille, c'est quand même... Donc c'est Life Plus, voilà. le projet concerné. Ouais, 2,3 millions sur 3 ans. 2,4 millions presque sur 3 ans, ça se prend. Et puis on a pu enrichir donc, le projet sur des volets environnementaux en produisant 2 flux valorisables et sur le volet scientifique et enfin sur le volet sanitaire. Donc là aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne fait pas les choses tout seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire et répéter. C'est qu'il y a de nombreux acteurs. Évidemment, il y a l'Eurométropole de Strasbourg, puisque nous sommes propriétaires de la station d'épuration. Mais également Suez, qui est délégataire de la station d'épuration et qui a eu une vraie volonté proactive, en fait, de se lancer dans l'innovation. Il y a également le réseau GDS. Alors c'est vrai que Gaz de Strasbourg, ça nous facilite un peu la vie parce qu'il prélevait déjà du biogaz ou du gaz. Et donc en fait, il n'y a pas de surcoût prépondérant puisque maintenant, le gaz qui est prélevé va pouvoir être injecté directement dans les bâtiments. Biogénère, donc c'est une société qui est dédiée, qui est une filiale de Suez et qui a étudié, réalisé, mis en service l'unité d'épuration du biogaz et du biométhane, qui en assure l'exploitation et la maintenance et qui va vendre le biométhane qui est produit et injecté sur le réseau. Et puis, on a aussi des laboratoires qui nous ont aidés dans ce projet. Bon, ça, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. On peut y revenir parce que c'est... Oui, le projet Lumiostra, là-dessus, je voulais réinsister sur cette démarche collaborative, puisqu'il y a à peu près... c'est un consortium, en fait, de
8 partenaires qui travaillent sur le projet. Et donc, on voit sur la slide suivante qu'en fait, l'objectif, c'est de diagnostiquer, puis de tester des solutions qui vont amener des changements de pratique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et après, l'objectif, et ça c'est ce qui est porté par le NEMA, c'est de concevoir un outil à l'aide à la décision pour la collectivité. C'est-à-dire que si on arrive à prendre des décisions grâce à cet outil à Strasbourg, on arrivera à les prendre partout ailleurs en France. Voilà, c'est Donc, transférable ça, mesdames, messieurs. Hein. C'est l'objectif. Ouais. Hein. Ouais. Donc vous voyez la complexité quand même d'un tel projet, hein, puisque il faut travailler avec des partenaires extrêmement différents sur des... Ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est qu'on travaille aussi sur l'ingénierie sociale. Je pense que les sciences molles, entre guillemets, s'insèrent de plus en plus dans nos projets. Et c'est quand même un des éléments pertinents pour pouvoir transférer et pour pouvoir rendre possible les innovations. Donc les partenaires, c'est okay. l'Eurométropole, les chambres consulaires, un EPIC, des PME et des laboratoires de recherche. Donc on voit toute la pluralité des expériences. Voilà. Les financeurs, les financements aussi, ça c'est peut-être aussi un élément qu'on peut citer. Des projets comme ça, c'est pas trivial. Hein. Il faut vraiment des financeurs qui aient les épaules solides. Et donc, puisque c'est quand même un budget de 3,4 millions d'euros, le NEMA contribue à hauteur de 1 million d'euros et l'Agence de l'eau à presque 1 million, enfin 745 000. Mais en fait, c'est l'Eurométropole qui fait l'avance sur tout le projet et qui après reverse progressivement avec les subventions. Voilà. Bon, ça... et puis, un autre projet innovant que nous avons sur Strasbourg, c'est le projet Smart Online et le projet Easy Water. En fait, là, ça concerne plutôt l'eau potable. On a créé une boîte à outils et on le pratique aussi, ce que je voulais dire, au niveau européen. Ça aussi, c'est important à dire. On peut s'enrichir des expériences qui sont à côté. Et donc, on manage mieux la sécurité des réseaux d'eau potable, qui est basé sur des mesures en continu. Donc ça nous a permis, en fait, dès qu'on a une petite fuite ou une anomalie, on a directement l'information et on peut réagir plus facilement. Et après, le deuxième projet qui suit, le projet Easy Water, nous permet d'activer en fait la résilience, c'est-à-dire s'il y a une anomalie qui est détectée, en combien de temps on peut revenir au système initial. Bon, on a une facilité aussi à l'Eurométropole, ou sur Strasbourg et dans la grande région, c'est qu'on a la nappe d'eau, une nappe d'eau très accessible, abondante. Donc ça nous facilite aussi un petit peu l'accès à l'eau pour tous, quoi. Voilà. Votre délégation, vous, c'est eau, assainissement. C'est petit cycle de l'eau. Comment ? Le petit cycle de l'eau, eau et assainissement. C'est ça. Une question sur la gouvernance. Quelle transversalité avec les autres compétences, écologie urbaine, je ne sais pas s'il y a une délégation économie circulaire. Comment on favorise du transverse ? On travaille beaucoup ensemble, c'est-à-dire qu'on a une commission environnement, hein, où on partage en fait nos projets et sur lesquels on peut mettre en place toutes les... D'accord. Et la semaine dernière, il y avait un colloque à Strasbourg sur l'eau et la ville durable. Donc là, on voit qu'on travaille parfaitement ensemble. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? On retient, bien évidemment, qu'il faut mettre en place des mécaniques pour favoriser jusqu'au bout le travail ensemble. On retient qu'il y a, c'était le credo de Christian Lapleau, des logiques de filières à mettre en place, multi-acteurs. On retient également, il y a une boîte à outils à disposition et cette incidence que vous nous avez rappelée du droit à l'expérimentation, qui est maintenant un droit constitutionnel. Il y a des réponses industrielles, évidemment, mais les réponses industrielles, c'est pas forcément je rase tout ce qui se faisait avant et j'invente un nouveau truc. On est dans des logiques d'évolution efficace. Hein, votre démonstration avec les briques est intéressante. Et puis, il y a cette dimension, vous l'avez plaidé tous les deux aussi, je vais l'appeler l'implication citoyenne. Il faut raconter ça aux gens. Hein.
pourquoi on fait tout ça et quel sens il y a à tout ça. Je crois que c'est hyper important, ça. Hein. Ça ne peut marcher que comme ça. L'Humiostra en est une belle illustration. Comment fait-on de son ménage chez soi? Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise tous des produits du commerce. Donc un des axes, par exemple, d'information au grand public, c'est comment utiliser le vinaigre blanc, comment utiliser le bicarbonate et comment en faire un produit qui ne soit pas caustique. Et vous devez vous impliquer sur ces terrains-là, vous, hein, les collectivités. Vous avez un commentaire et après on prend 2-3 questions et on part déjeuner. Voilà. Alors un commentaire, moi j'ai un tout petit vertige mais qui va vite partir. Oh. Non mais je me suis fait la réflexion que quand on parle, dans les années passées, quand on parlait de stations d'épuration, on parlait beaucoup de la rivière qui était à l'aval et aujourd'hui on n'a quasiment pas parlé. Donc je fais le pari qu'en fait on va continuer à maintenir la performance de la station d'épuration vis-à-vis du milieu, mais c'est aussi significatif du fait qu'on a vraiment progressé parce que finalement on passe des frontières et on part de station d'épuration et énergie et bus et réutilisation, etc. Donc je trouve que ça veut dire qu'on a vraiment progressé dans notre vision de la chose. On n'arrête pas de dire qu'il faut décloisonner. Et je trouve que c'est bien l'illustration, là, tout à l'heure, qui en a été donnée. Intéressant, voilà. Moi, j'ai le sentiment que on a des éléments diagnostiques, il y a plein d'idées, il y a plein d'initiatives, donc il y a qu'à poursuivre et y aller. Qu'à le faire. Je voudrais juste faire une petite remarque pour terminer. Donc, on va bientôt être agence française pour la biodiversité. Et à cette occasion-là, on parle d'ingénierie écologique. Donc là, on a vu des cuves, on a vu des tuyaux, on a vu des choses comme ça, mais il y a aussi l'ingénierie écologique, on l'a vu avec Libellule tout à l'heure, les zones de rejet végétalisées. C'est une voie aussi d'avenir qu'il faut sans doute travailler et qui demande aussi de la science. Ce n'est pas que du jardinage de base, hein. Ça demande de la science. Et ça me permet aussi d'aborder la question des petites et moyennes collectivités. Moi, j'ai vu aussi ce matin beaucoup de grosses collectivités qui ont des moyens techniques, qui ont des services, qui ont l'habitude de travailler avec les scientifiques. Mais les petites et moyennes collectivités n'ont pas cette capacité-là. Donc il y a un souci, une attention à avoir sur l'accompagnement de ces collectivités-là, parce qu'elles sont aussi source d'innovation, elles utilisent l'ingénierie écologique. Il faut aussi qu'on les accompagne, pas qu'on les oublie en fait dans l'ensemble du système. Bien sûr. Très bien.